Bonjour. Bonjour Tristan. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Arnaud Moignet. Moignet, on dit comme ça? C'est ça, moi. Moignet, soyez le bienvenu. Merci. Donc vous avez 41 ans, un enfant, vous êtes maire de Beaulieu depuis 2008. C'est ça, oui. 2008, c'est-à-dire depuis déjà 13 ans. Vous avez été élu à quel âge? Je me suis À présenté. 15 ans? Non, Je me suis présenté, j'avais 27 ans. à 27 ans. Donc j'ai été élu à 28. Ouais. D'accord. Beaulieu, 2100 habitants, dans le nord-nord de Montpellier, presque dans le Sommiérois. C'est ça. Voilà, une habitation de cadre, quelques commerces, une commune très prisée. Au Grand Air. On peut dire ça. Au Grand Air. Conseiller métropolitain. À droite, positionnement au parti, hors parti, viré du parti républicain. C'est exact. Par Jean-Pierre Grand et consorts, et Arnaud Julien. On peut dire ça comme ça? Oui, enfin, je parle parti, quoi. Plutôt droite filloniste. C'est exact. Voilà, il n'est plus républicain depuis 2017 où il a eu des velléités de se présenter aux législatives. C'est exact. Pas de rancune, mais content de ne pas s'y remettre. C'est exactement ça, ouais. Vous aviez demandé votre investiture et Jean-Pierre Grand a imposé son amie Catherine Dardet qui a fait une campagne exceptionnelle. Un commentaire? Non, pas de commentaire, c'est une campagne enrichissante, quoi, voilà, pour moi, et je l'ai faite hors parti. Bon, les Républicains, on n'y revient pas dessous, moribond, vieillissant, géré par quelqu'un qui a le même prénom que vous. Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est un parti qui est vieillissant. Moi, après, je garde mes idées, hein, je vais pas vous mentir, elles sont ce qu'elles sont, et tout le monde le sait. Donc, par contre, voilà, je suis pas quelqu'un de sectaire, je reste ouvert. Je trouve que c'est un peu dommage de ne pas faire la part belle aux jeunes, à certains jeunes, surtout que des maires comme moi, c'est-à-dire, c'est bon, pendant 12 ans, pas faire d'emprunt, pas d'augmentation d'impôts, une commune relativement bien gérée, donc je suppose qu'on préfère parfois d'autres. Des maires qui ont des scores un peu moins attrayants, quoi. Voilà, donc Vigneron, domaine Lacoste-Monnier, très célèbre sur les hauteurs là, de Saint-Christol, voilà, des galets, très beau terroir. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Pas grand-chose, c'est ma passion et je l'ai redécouverte il y a peu de temps, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Voilà. Bon, ingénieur oenologue, fac de pharma, Subdeco Montpellier. Voilà, vous m'avez dit, il y a très peu de maires qui bossent dans la métropole. Il y en a quand même quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques profs. Oui, voilà, je trouve que c'est important de le dire, parce que souvent on s'imagine que les maires font de la politique, mais il y a quand même aussi des élus qui sauvent leur quotidien, quoi, qui sortent en plus de leur journée de maire, la journée de travail, quoi. Voilà, je crois que c'est important de le dire. Moi, j'ai les pieds sur terre, quoi. J'ai été élevé comme ça, donc oui, je n'ai jamais cessé de travailler. Hein. Voilà, vous aimez la nature, le sport, donc vous étiez 3e ligne de rugby, flanqueur, 1m97, voilà, si vous aimiez bien cogner. Ouais. Oui, je l'ai appris en tout cas. Vous aimez la nage, le water polo. Cet été, vous avez gravi le Mont Blanc, vous en êtes très fier. Ouais, très content. Ouais. Qualité travailleur, défaut têtu. On peut dire ça, quoi. C'est compliqué de trouver ses défauts. Hein. Autre défaut? Oh, je sais pas quoi vous dire, peut-être trop travailleur. Voilà, donc nous on revient sur l'actualité du moment, la une du 925 de la Glorieuse. Voilà, bon, toujours l'écologie, hein, parce qu'à Montpellier, j'ai l'impression que ça revient, quoi. Donc Albert Dubout, 30 km en ville, piste cyclable, le lien, les pétitions, ils vont nous faire craquer. Avec une overdose d'écologie. L'écologie punitive mise en place durablement. C'est la une du journal. Voilà. On revient aussi sur les brigades Scout Lanyard. Les brigades en scooter, là, vous avez vu, ça vient de... Et les prunes qu'on met aux jeunes là, qui travaillent et qui livrent les restaurants. Et donc aussi un papier sur la montée de l'abstention et la fin des partis politiques. Un classique, hein. On en parlait tout à l'heure. Voilà, donc Arnaud, donc vous avez le même prénom que le secrétaire général des Républicains. Est-ce qu'il faut voir un signe Non? Non, j'ai aucune velléité. Vraiment... Vous êtes copain avec lui? On s'est côtoyé. Bon, là, on se voit plus depuis que je suis plus républicain. Je me fais chacun sa vie, quoi. C'est bien. D'accord. Il a quitté la ville, vous savez? Ah non.
Il travaille à la métropole D'accord, bah, c'est une bonne chose. à la métropole du Gard, D'accord. de Nîmes. Nîmes donc, ok. Et pourquoi la droite s'est désintégrée dans la métropole de Montpellier? Alors c'est une vaste question, hein, je ne saurais que vous dire. D'abord il y a certainement des facteurs hein, qui sont locaux, et puis après il y a des facteurs aussi qui sont nationaux. Ce qui est sûr c'est que la droite est très faible dans notre région, dans notre département. Elle est plus forte sur la zone côtière, bien entendu, où les maires se maintiennent plus facilement. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on a besoin d'arguments solides de notre côté. Après, ce que je peux vous dire juste, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la droite, au niveau national, elle se reconstruit tous les jours, finalement, du lundi au vendredi, sur des chaînes TV, dont je ne citerai pas le nom. Mais elle se reconstruit sans ses cadres, quoi, sans les cadres du parti. C'est peut-être ce qui manquait le plus à notre famille politique, c'est-à-dire des débats de fond lors des réunions. Et aujourd'hui, ces débats de fond, ils ont lieu ailleurs que dans le cadre de l'ensemble du parti, quoi. Voilà. Ça a lieu où? Vous allumez la télé, des chaînes qui sont comme CNews et autres, voilà, Il y a des débats, mais aussi elle se reconstruit avec un peu le parti présidentiel, non? Oui et non, je pense que le parti présidentiel ratisse assez large, il ratisse à la fois une partie de la gauche, donc du centre-gauche, et puis après il va sur une partie de la droite, c'est vrai, effectivement, ce qui laisse très peu d'espace d'ailleurs pour notre droite, entre guillemets, l'ancienne droite, hein, LR, UMP, ex-UMP, et ça lui laisse très peu de pourcentage pour se mouvoir. L'affaire de Fillon a sonné un peu la lie de la droite. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je dois avouer que bon, j'appréciais l'homme avant les affaires, notamment sur sur son positionnement à la fois libéral intelligent, et puis après sécuritaire. Je trouve que c'était une ligne qui était largement défendable, qui était bien, qui d'ailleurs plaisait. Aujourd'hui, on a du mal à la retrouver. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, on entend même des personnes au sein du parti parler de faire plus de dettes, plus de dépenses, alors que bon, finalement, je crois que la droite, là où elle retrouve ses lettres de noblesse, c'est quand elle est gestionnaire. Et qu'elle se montre gestionnaire. Et qu'est-ce que... Aujourd'hui, vous le soutiendriez toujours? Ou quelle a été votre évolution par rapport à ces affaires? Oui, c'est compliqué, les affaires, ça ternit toujours un peu l'homme. Donc après, je dois avouer que je ne suis pas rentré forcément dans les papiers. Alors, je vous dirais qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Hein. On est passé à autre chose. Après, en toute sincérité, sa ligne politique, c'était la mienne, quoi. Serez-vous candidat aux prochaines législatives en 2022? Non. Non, parce que ça a été une expérience pour moi. Je pense que j'aurais fait un bon député de la nation. Je pense que j'aurais bien défendu les Français. J'avais quelques idées intéressantes, mais je suis passé à autre chose aujourd'hui. Vraiment, c'est pas quelque chose qui me retente. D'accord. Et les départementales ou les régionales? Non, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. Je le sais au fond de moi. Donc vraiment, je loue les personnes qui se vouent à cette fonction, que ce soit au département ou à la région. Mais à la région, parfois, il y a pas mal de concessions à faire. Voilà. Je dis pas que je suis pas un homme de concession, je sais en faire. Mais voilà, je suis pas du tout intéressé ni par les cantonales, ni par les régionales non plus. Par contre, défendre l'échelon territorial, ça c'est quelque chose qui m'intéressait également. C'est-à-dire défendre les maires, les mairies, cet échelon de proximité qui a été longtemps, tout de même, on doit dire, bafoué. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez là de l'union des droites, là, à la façon Ménard ou à la façon Macron compatible? Vous vous retrouvez plutôt de quelle façon, de quel côté? Bah, c'est une vraie question. Je crois qu'on a une partie de notre droite qui a été qui a oublié d'être un peu sécuritaire. Donc ça, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus. Mais pour autant, je reste quand même assez libéral économique et je dois avouer que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé en tout cas une première partie du mandat de Macron où on faisait des réformes. Voilà. Et en général, de toute manière, quand il y a des candidats réformateurs, je trouve ça assez intéressant. Après, ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque dans ce logiciel-là, c'est le côté sécuritaire, d'affirmer ce pouvoir régalien avec force, pour tout simplement pour qu'on s'y retrouve, voilà, que les gens se sentent en sécurité dans ce pays, donc soutenir les policiers par exemple. Je répète ma question, vous vous sentez plus proche de l'union des droites côté Ménard ou l'union des droites classiques, Macron compatible? Ben, c'est une très bonne question à laquelle je ne sais pas répondre, j'allais dire je me retrouve très bien chez LR. D'accord, bon, ok. Non, mais c'est... Donc vous votez en touche, Non, je vote pas en touche. Pour un rugbyman. Non, c'est pas bon de voter en touche par rugbyman. Non, mais je prends du bon dans les deux côtés, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord. Voilà. Libération a fait le buzz ce week-end avec son enquête sur le refus des électeurs de gauche de participer au deuxième tour Macron-Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez?
c'est peut-être ce qui nous attend. Je ne sais pas si on va vraiment vers ce débat de deux personnes. Je me demande d'ailleurs tous les jours si on ne va pas plutôt se retrouver avec gauche alignée au vert contre Marine Le Pen. Je ne sais pas. Et refuser de voter, c'est jamais la bonne solution non plus. Donc, j'avais pas lu le titre, de Libération. Je le découvre. D'accord. Élu au conseil de métropole, trouvez-vous des différences entre les deux derniers présidents? Ah ben oui. Si oui, lesquelles? Oui, forcément, il y a des différences dans la manière d'appréhender les problèmes, d'appréhender la ville. Après, voilà, on est quand même sur deux personnes qui étaient de très bon calibre, qui sont de bon calibre, avec une intelligence réelle. Voilà, ils sont câblés, ça fait plaisir à voir. Les différences aujourd'hui, vous voulez dire comme ça, on sent que Michael a une envie également de travailler dans le consensus, dans l'écoute, dans le dialogue. Plus que Philippe Sorel? Je ne saurais pas dire, parce que Philippe Sorel était également dans l'écoute, dans le dialogue. Après, parfois, Enfin, il s'est fâché quand même. Après, parfois, on se perd dans le mandat, hein. C'est compliqué. C'est pas à moi de faire le jugement de Philippe Sorel, ni de... Voilà, moi, ça a été quelqu'un qui a su aider les communes aussi, il faut le savoir. Après, la manière compte aussi, voilà, c'est vrai que ça a pu choquer certains sur certains dossiers, j'en faisais pas partie. Aujourd'hui, ce que je cherche à faire, moi, en tant que maire, c'est travailler de manière intelligente avec notre président de métropole. Et c'est ce que je m'attache à faire tous les jours. Parce que quand les élus sont partis et qui leur demandaient de soutenir la politique, sa politique, Oui. ils vous l'a demandé à vous? Pas formellement, de toute manière, nous on était hors groupe, donc on était quelques maires à être hors groupe et on est resté totalement hors groupe. On a failli monter un groupe à un moment donné, puis ça s'est pas fait, et puis c'était pas plus mal, quoi. Voilà. C'est dommage parce qu'en fait ce qui s'est passé, il y a eu un changement qui n'était pas lié à Philippe, ça a été un peu dans le mode des institutions qui avait changé. C'est vrai que la métropole s'est entre guillemets un peu plus politisée. D'accord. Aujourd'hui, vous voyez de nouveaux clivages politiques dans la métropole? De nouveaux clivages politiques, non. La seule chose que je peux voir, c'est l'arrivée des Verts, voilà. Mais bon, on avait déjà, je crois, initié pas mal de choses au cours du dernier mandat concernant la partie environnementale, donc elle est poursuivie, parfois avec plus ou moins d'insistance, mais les changements, les clivages, non, ils n'ont pas forcément changé, non. Je vois rien de particulier, quoi. Rien qui me saute aux yeux. Et en tant que maire, le changement de président de la métropole a eu des conséquences pour votre commune? Pour le moment, non. Vous savez, on vient de passer on n'a pas encore fini la première année de mandat, avec une année Covid, j'ai pas de changement majeur. Après, par contre, on a une équipe, il faut être clair, qui donne la parole aux élus, qui demande à chaque élu de s'impliquer dans chaque projet, dans chaque unité de travail, dans chaque groupe de travail. C'est assez appréciable. Et une information qui, on doit le dire, circule plutôt bien. D'accord. Ouais. Ça, c'est une réalité. Voilà. Il circule plutôt mieux? Oui, aussi, c'est peut-être le nouveau mode de fonctionnement. En tout cas, oui, l'information circule bien. Et après, je pense que voilà, il y a des débats, donc ça c'est bien, il y a des débats qui se font en interne, et puis après, il y a ce qui est exposé au sein du conseil métropolitain. Voilà, je ne dis pas qu'on est tout le temps écouté, forcément, il y a des décisions qui sont prises, mais en tout cas, ça va dans le bon sens tout ça, quoi. Au département ou à la région, là, quelles seraient les conséquences d'un changement de majorité pour votre commune? Alors au département, à la région, là, comme ça, tout de suite, je vois pas de changement de majorité se profiler. Non, mais au cas où. Pas grand-chose, parce que moi, finalement, encore une fois, j'ai mes idées, et je parle un peu de moi, excusez-moi. Moi, parler de vous, hein. Vous êtes là pour parler de vous. Ce que j'aime bien, j'aime bien les gens entiers, donc je parle avec M. Kléber Mesquida, comme avec Michael Delafosse ou d'autres personnes, ça peut être Renaud Calva, qui n'ont pas du tout les mêmes idées que moi. Mais en tout cas, on a cette sincérité de langage et cette acceptation que l'autre pense différemment. Et du coup, j'ai jamais eu de mal à travailler avec des personnes de bords différents, vraiment. Par contre, je leur mens pas. Je leur montre qui je suis. Et je fais pareil avec mes électeurs, vous savez, je leur dis pas je suis un coup à droite, un coup à gauche. Ils savent qui je suis. Par contre, après, quand je suis le maire de monsieur et madame tout le monde. Je suis le maire de tout le monde, voilà. D'accord. Quels sont les atouts et l'attractivité de votre territoire métropolitain? Bon, il est formidable, hein. L'attractivité qui est... Je croyais que vous allez me dire le contraire. Non, mais l'attractivité formidable dans cette région, dans cette métropole, bien entendu. Bon, la mer n'est pas loin, donc ça joue énormément et on pourrait encore plus en jouer. Bon, inutile de vous dire que le tourisme et notamment la viticulture pèsent énormément, hein, mais pas que. Hein. On a beaucoup d'industries de nouvelles technologies qui aujourd'hui pèsent de plus en plus depuis de nombreuses années, hein, que ce soit IBM, Dell et j'en passe, et plein de nombreuses petites startups.
Donc c'est un territoire efficient, mais j'ajouterais qu'il y a quand même une partie également nature qui est très intéressante, c'est-à-dire quand on va se balader, voilà, on a les Cévennes juste à côté, c'est quand même très appréciable. Voilà, c'est vraiment... Il y a peu de régions qui allient à la fois ces deux côtés. Un arrière-pays vraiment magnifique et un bord de mer, bien entendu. Voilà. Et une richesse historique qui est quand même assez également importante autour de Montpellier. D'accord. Et ça, je pense il faut continuer à le travailler. Ça avait été initié par l'équipe par M. Georges Frêche, ça a été continué par Philippe, et je suppose, j'en suis sûr, on va continuer ça, travailler sur cette richesse historique de la ville. Est-ce que vous avez des projets d'aménagement particuliers en particulier? Moi, je connais les carrières de Beaulieu, Oui. qui est un site quand même assez original. Est-ce que vous avez un site d'aménagement particulier autour de ces carrières? Ouais, les carrières, vous avez raison d'en parler, elles sont séculaires et elles ont participé notamment à la construction de la ville de Montpellier. Du vieux Montpellier, entre autres, hein, c'était les carrières de Beaulieu, Castries, Sussargues, Saint-Geniès. Il se trouve que les seules carrières qui restent en activité d'extraction de pierres brutes sont à Beaulieu. On en a deux. Et effectivement, il y a une des deux carrières qui nous intéresse parce qu'il y a ce qu'on appelle, alors on appelle ça dans le jargon des carriers, on appelle ça un carreau. Alors un carreau, c'est en fait un lieu d'extraction qui ressemble à un grand rectangle en profondeur qui est magnifique. Et donc on a quelques idées d'aménagement probable pour le futur, un peu sur le style de ce qui peut être fait en Provence. Le nom m'échappe, mais c'est pas grave. D'accord. Lors du dernier conseil de métropole, le maire de Saint-Brès, votre voisin, a qualifié les élus animalistes et écologistes d'ayatollah de la chlorophylle. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bah, c'est ses propos, bon, c'est les propos de Laurent. Je crois qu'ils ont surtout, ils ont un peu braqué un peu les maires que nous sommes de la zone rurale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à éviter. Donc, notamment en parlant de la chasse, de la pêche. Je pense qu'on va y venir, c'est un peu aussi ce dont vous voulez parler. Alors, j'aurais peut-être pas employé ce terme, quoique il puisse être bien trouvé pour répondre à l'événement. Ça vous a fait rire? Ah, ça m'a fait un peu rire, ouais, ça m'a fait un peu rire. Bah, disons que Et ensuite, il a organisé une conférence de presse avec des parlementaires, des maires, des conseillers généraux, régionaux, à laquelle ensuite ils ont appelé à entrer en résistance. Oui. C'est quand même des mots qui sont forts, quoi. Oui, c'est des mots qui sont forts. Si vous voulez, on parle bien au-delà de la pêche et de la chasse, en fait, on parle de ruralité dans son ensemble. Et ça, c'est quelque chose, je pense que certaines personnes de ce mouvement n'ont pas encore saisi, n'ont pas encore compris, et c'est pour ça que je les engage à venir visiter et nous rendre visite dans nos communes. La ruralité, c'est quelque chose qui s'entend au sens large. Moi, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas pêcheur non plus, par contre, j'adore manger du gibier. Et on ne peut pas pointer du doigt une certaine catégorie de personnes sous prétexte qu'elles tuent des animaux. Certaines de ces personnes mangent, je suppose, mangent de la viande tout de même. Donc, et puis encore une fois, les chasseurs que je connais en tout cas, respectent grandement la nature. Quoi. Je veux dire, les chasseurs qui jetaient leurs douilles par terre, c'était... moi, j'en connais pas, quoi. J'en connais point. Par contre, je connais des gens qui sont amoureux de la nature, qui vont se balader, qui vont balader leurs chiens, qui profitent de cette nature, et je trouve ça beau. Et ça fait partie du coup de la culture environnementale. Donc braquer les gens comme ça, je pense que c'était une erreur. Que faire pour réconcilier les élus des villes et les élus des champs? Alors c'est joli, c'est joliment dit, et merci de me traiter d'élu des champs, parce que ça me fait grandement plaisir, parce que je suis du monde rural et je le revendique, et même on pourrait dire paysan, et je le revendique totalement. Comment faire pour les réconcilier? Ben, je dirais déjà avoir un grand projet commun, ça peut passer par des choses toutes simples. C'est déjà, au lieu de monter les gens les uns contre les autres, ou de les stigmatiser, parfois avec dogmatisme, eh bien trouvons des solutions. Alors, moi j'attends par exemple les gens du Parti Vert, je les attends sur des choses très très concrètes. Il y a par exemple, on est aujourd'hui sur nos communes débordées par les dépôts sauvages. C'est pas Beaulieu, hein. C'est toutes les communes, on est débordés. Trouvons une solution métropolitaine. On a des associations, j'ai une association sur ma commune qui s'appelle Arbre, comme l'arbre, qui fait un travail magnifique depuis 12 ans, auprès des écoles notamment. On n'a jamais eu une subvention de la part de la métropole ce sont des gens qui font un travail formidable auprès des écoles avec les écologistes de Leuzière et autres. On fait des sentiers de découverte de la nature, des insectes. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que vous avez demandé une subvention? Oui, enfin, c'est arrivé, bien entendu. On est allé voir à l'époque le vice-président qu'il fallait, voilà. Mais je ne suis pas là pour récolter des subventions, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je veux juste dire qu'à un moment donné,
on attend ce groupe-là, on attend des propositions concrètes, et on a tout un tas, une checklist de choses concrètes à mener pour nos territoires, ruraux ou pas ruraux, hein. On pourrait faire par exemple une grande journée organisant la nature à l'échelle de la métropole, au niveau des 31 communes, et on se met tous, au lieu de faire chacun dans notre coin, en nettoyant la nature, tous ensemble le même jour, ou 2 jours consécutifs. Ça peut paraître idiot, mais je vous assure, on en a grandement besoin. Je suis une famille languedocienne profondément ancrée dans le Languedoc depuis longtemps, je ne reconnais plus ma région. Ça me fait mal au cœur. Quand je quitte l'autoroute, que ce soit à Lunel ou à Bayard, que je regarde les bords de route, ça me rend malade. Mais là, il faut faire quelque chose, quoi. Et donc Coralie Mention veut stopper l'étalement urbain dans les 31 communes de la métropole, vous êtes au courant? Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour appliquer cette mesure à Beaulieu? Ben, oui, enfin, alors comment vous dire, lutter contre l'étalement urbain, c'est une bonne chose, parce que quand on regarde aujourd'hui les cartes d'urbanisation de nos communes depuis les années 60, hein, essentiellement, on se rend compte que l'on a eu un véritable étalement. C'est-à-dire les cœurs de ville étaient très serrés, et puis en 20-30 À ans, Beaulieu, ça va, vous êtes tranquille. ça a été urbanisé de manière assez cohérente. Sincèrement, Non, enfin, il y a pas, on n'est pas, Mais bien entendu, on n'est à pas Port-Marianne, Mais où bien là, entendu. si vous voulez, de l'autoroute, on a l'impression de... Alors attendez, ouais. Quand on dit il faut lutter contre l'étalement urbain, c'est une bonne résolution. Mais après, il faut savoir ce qu'on y met dedans. Premièrement, il y a des communes qui ont des projets d'extension qui sont parfois intelligents, qui leur permettent de financer des équipements ou des choses également intelligentes pour leur commune, sans avoir recours à des subventions. C'est-à-dire qu'ils gèrent ça soit en lotissement communal, soit avec un aménageur privé ou public, et ils leur demandent une participation. Donc ça, déjà, on est en train un peu de s'enferrer et de se fermer le champ des possibles de ce côté-là. Et puis après, d'autre part, l'étalement urbain, c'est bien de prôner que l'on est contre l'étalement urbain, mais j'attends de savoir ce qu'on va nous pondre sur, par exemple, les zones agricoles. Parce que vous voyez, on nous a demandé, les services de l'État depuis des années nous demandent par exemple de lutter contre la cabanisation dans les zones agricoles. Ma commune, comme d'autres communes, je ne citerai pas le nom, on fait preuve, à mon avis, d'un bon sens en luttant contre cette cabanisation. Mais là, j'attends de savoir quelle sera la position, notamment de ces personnes des Verts, on va dire, globalement, sur les zones agricoles. C'est quoi la cabanisation? La cabanisation, c'est-à-dire, vous vous dites, voilà, je suis éleveur d'escargots, je m'inscris à la MSA, donc vous êtes à la Mutualité Sociale Agricole, vous dites que vous êtes agriculteur, et puis en même temps, vous pondez un petit truc pour faire votre activité. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, parce que la viabilité d'une exploitation agricole, elle ne se mesure pas au fait que vous soyez inscrit à la MSA ou pas. Elle tient à beaucoup plus de choses. La pérennité de votre entreprise, vous êtes chef d'entreprise également, vous le savez, c'est un combat quotidien. Donc on peut se retrouver très rapidement avec des personnes qui font des choses, qui font n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, quand vous arrivez de la ville de Montpellier, vous prenez la nationale 113 jusqu'à Lunel, la cabanisation, vous allez très vite vous rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire, vous voyez les champs à côté, il y a un peu de tout partout. Et dans notre zone, à nous, là, dans le nord de la métropole, que ce soit Saint-Geniès, Restinquières, Beaulieu, on a encore des zones vraiment... nos zones agricoles sont de véritables zones agricoles. Vous pouvez planter, vous pouvez faire ce que vous voulez, de la vigne, des choux-fleurs, si vous voulez, de la pomme de terre, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est dédié à l'agriculture. Voilà. Et pas à des activités, entre guillemets, agricoles qui se veulent agricoles, mais qui ne le seraient pas forcément. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le président de la métropole devra-t-il faire le choix là, de ces jours entre les Verts qui vont demander toujours plus et les maires de la métropole? C'est une question que je me suis posée légitimement ces derniers jours parce que je ne vous cache pas qu'on était un peu remontés quand même. Quand on attaque la ruralité comme ça, on était les maires de l'Est, parce que c'est rigolo, c'est surtout les maires de l'Est, je pense que je peux le dire là, devant vous, étaient un peu remontés. Qui doivent composer, c'est une certitude. Je pense qu'on se dirige vers un peu plus d'écoute à notre égard. Voilà ce que je crois. En tout cas, je me veux rassurant. Parce que d'un côté, les écolos, ils ont accepté un truc qui est incroyable, c'est un nouveau stade. Enfin bon, il y a déjà un stade à Montpellier qui est vide, il y a 10 000 personnes en moyenne, c'était un stade où il y avait 25 000 personnes, peut-être plus, je ne sais pas. Et puis, donc d'un côté, ils se couchent devant le stade, et puis d'un autre côté, il y a de plus en plus de mesures coercitives. Pourquoi cette gestion, je dirais, étonnante? Vous ne trouvez pas ça étonnant? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a une culture d'objectifs aussi. Hein, donc ça dépend. Une culture de quoi? D'objectifs, c'est-à-dire ils se sont assignés des objectifs très certainement. C'est une question à laquelle je ne saurais répondre parce que je ne suis pas dans les petits papiers du stade de la décision qui a apporté à prendre cette décision.
Mais ce qui est sûr, c'est que l'écologie, elle ne se construit pas de manière coercitive et elle ne se construit pas contre les gens. Elle se construit avec. Alors c'est facile à dire, c'est un discours grandement politique, ça. Mais Parce que, oui. oui, parce qu'en plus, les écologistes, ils ont une culture voilà, du référendum, de la participation. Et là, on a l'impression qu'ils sont arrivés et que voilà, 30 km/h, ils nous imposent tout. Pistes cyclables, voilà, on sait plus. On est perdu là. Ouais. Un peu, ouais. Et nous, on a surtout vu sur l'aspect attaque sur la ruralité. Donc bon, là, on a répondu présent. Sur les pistes cyclables, nous, on en attend, par exemple, vous savez, mais elles sont totalement différentes de celles que vous pouvez avoir à Montpellier, quoi. Par exemple, nous, on aimerait bien avoir des pistes cyclables. Moi, j'ai des personnes qui me disent, Arnaud, on prend le train à Bayargues. Bayargues, centre-ville, c'est 6 ou 7 minutes, je crois, hein, avec le TER. Donc c'est génial. Mais on n'a pas de liaison douce jusqu'à nos communes. Alors après, c'est un investissement colossal, hein, considérable. Mais là, il y a des choses à faire. Là, il y a des choses à faire. Comment sont vos relations avec la métropole? Bah, je suis plutôt du genre à dire ce que j'ai à dire. Donc elles sont plutôt franches, directes et du coup bonnes. Parce que du coup, je suis pas quelqu'un qui triche, donc comment vous dire, vous avez dit tout à l'heure que j'étais troisième ligne, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire on me voit venir, quoi. On sait ce que je vais faire. En fait, je suis un livre ouvert, quoi. Sur quel dossier vous les attendez? Mais là, notamment sur l'urbanisme, parce que voilà, moi j'ai pas d'action chez les promoteurs, hein, ni chez les aménageurs, clairement. Par contre, voilà, je fais partie de toutes ces communes, les 31 communes, qui ont des petits projets pour ma collectivité, qui sont pas, alors, bon, qui sont pas relativement importants, mais bon, ce serait dommage de nous couper tout le travail que l'on a réalisé avec le SCOT. Moi, je rappelle quand même que les zones aujourd'hui qui sont inscrites, qui nous permettent de construire un peu, sont des choses qui ont été inscrites avant que j'arrive moi. C'est le SCOT de 2006. Donc bon, ils permettent de le dire. C'est pas moi qui l'ai fait le SCOT. Hein. Comment vous expliquez que ça bouge plus dans les communes à l'est de Montpellier? Bon, il y a Laurent Jaoul, il y a vous, il y a Yvon, il y a le maire de Bayargues, voilà, il y a des fortes personnalités. Et voilà, ils ont plutôt le sang chaud là. Ouais, Qu'à l'ouest, à l'ouest, ils sont plutôt calmes. je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, c'est vrai qu'à l'est, on se retrouve assez souvent sur pas mal de questions. C'est assez marrant. Déjà, il y a peut-être une histoire culturelle, c'est-à-dire que Montpellier marque, à mon sens, un peu la séparation entre une grande Occitanie et puis nous, une culture qui est un peu plus tournée vers la Provence, il faut le dire. Donc avec la culture de la bouvine, les dames aussi, quand elles s'habillent à l'ancienne, elles s'habillent plutôt en arlésienne, et on a une culture très provençale. Et c'est vrai qu'on se retrouve autour de cette culture de la tauromachie notamment, mais la tauromachie gentille, hein, c'est les courses camarguaises, les abrivades, bandides, les manades. Et c'est vrai que ça c'est un fort ciment. Hein. Ça vient peut-être de là. Pourquoi faites-vous de la politique? Bon, déjà, je ne me considère pas comme un politique, je me considère comme un maire. Mais cependant, quand on est maire, forcément, on fait un peu de politique. Donc, je voulais agir sur les choses, et puis j'aime profondément ma commune, mon territoire. Et puis, comme je vous l'ai dit, je suis issu, mes racines sont languedociennes. Et donc, cette région a besoin d'être défendue d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, vous en attendez quoi en retour? Oh, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Je pense que si je me suis présenté à l'époque, c'est parce que ce qui est noble dans notre fonction de maire ou d'élu, c'est d'agir pour les générations futures. On est de passage, je suis de passage, je n'attends strictement rien. Par contre, mon plus grand devoir, c'est d'offrir, si je dois être un peu égoïste, c'est à mon enfant, et si je dois être beaucoup plus altruiste, c'est aux enfants des autres, donc aux générations futures, un avenir plus sympathique, quoi. Et sincèrement, c'est pas des paroles en l'air, quoi. Vous vouliez dire autre chose? Non, mais vous m'avez coupé votre chapeau. Ah oui, j'ai fait tomber une question dans le chapeau. Voilà, tenez, allez-y. Merci. J'ouvre, c'est ça? Ouais, vous ouvrez, vous dépliez et vous lisez la question chapeau, s'il vous plaît. Alors. C'est peut-être pas l'écrit. Hein. Non, c'est très bien. Pensez-vous que les écologistes vont continuer à réduire nos libertés ou vont-ils écouter les ruraux? C'est une excellente question. On l'a déjà un petit peu abordé, ouais, mais on peut y revenir. Je pense qu'ils vont être obligés de nous écouter d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais dit quelque chose à Madame Mention, c'était de dire que l'écologie ne peut pas descendre des villes vers la campagne, c'est pas possible. Dans les campagnes, dans les zones rurales, l'écologie on la vit tous les jours en fait. Enfin, moi je sais pas comment vous dire, je suis fils de paysan, je vis à la campagne, c'est un régal, je la vis tous les jours. J'ai jamais vu personne de chez moi jeter des choses dans la nature ou faire...
c'est tellement quotidien que quand on les a... Il y a quand même des décharges, il y a des décharges dans la garrigue. Hein. Oui, certes, mais attendez. C'est pas des gens de chez vous, c'est des gens de la ville qui viennent jeter. Je sais pas si c'est des gens de la ville, ce serait trop facile de dire ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, je connais pas d'agriculteurs qui le fassent, ni de chasseurs d'ailleurs. Et du coup, quand on entend ces personnes qui ont lu l'écologie dans des BD et qui nous parlent d'immeubles verticaux avec de la verdure, là, comme on voit dans les films, moi aussi j'aime beaucoup Star Wars, mais bon, à un moment donné, il faut quand même appeler un chat, quoi. L'écologie, nous on la vit au quotidien, quoi. Ouais. D'accord. C'est simple. Hein. Vous la vivez bien. Mais oui, on la vit bien, on la vit simplement. Et c'est que du bon sens. Ok. Je vous remercie. Merci Tristan.